Salut à tous et bienvenue donc pour cet épisode tout spécial Strade Bianche. Je parle le 7 février 2019 et les Strade Bianche c'est exactement dans 2 jours. Voilà. Donc c'est une course qui prend vraiment de l'essor et qui devient de plus en plus un rendez-vous immanquable. La création est assez récente, 2007. À l'époque, catégorie évidemment un HC. Déjà, il y a un petit changement de nom en 2010. Pas de changement de catégorie. On voit déjà un Philippe Gilbert. Il y avait eu Cancellara avant. Vous allez voir que les gros noms, vous savez déjà, les gros noms, c'est pas fini. Ensuite, en 2012, eh bien, évolution pour arriver à fameux Strade Bianche qu'on connaît aujourd'hui. Et puis alors, bonjour l'enchaînement. Cancellara, Moser, on va la voir juste après, celle de Moser, elle est particulière. Kwiatkowski, Stybar, Cancellara. Waouh, excusez du peu, 3 fois Cancellara. D'accord. Et ça termine avec le Kwiat et Tige Benoît. Ça, on a tous en mémoire, puisque je crois qu'elle a marqué beaucoup de gens, et puis surtout, elle est passée au World Tour depuis 2017. Donc, vraiment, grosse croissance pour cette course. Alors, pourquoi ? À mon humble avis, déjà, ce profil atypique, ainsi que la région à l'époque de l'année, en mars, début mars, la région dans laquelle aussi ça a lieu, ça attire beaucoup de gens. Ces petits secteurs de gravillon, il va y en avoir, certaines fois il y en a eu 8, il y en a eu 9, il y en a eu 10, il y en a eu 11, voilà, ça c'était variable, c'est pas quelque chose qui a été toujours immuable, je dirais. Mais par contre, on verra le final juste après. Le final, lui, il bouge rarement. Alors, donc joli palmarès, on l'a vu, des scénarios excitants. C'est ça qui fait une course qui commence à prendre vraiment de l'intérêt. C'est que non seulement le palmarès est joli, le profil est sympa, mais en plus, on a eu des courses vraiment sublimes, quoi. Donc vraiment, là, la course qui monte. Alors, moi j'ai voulu zoomer un peu, parce qu'après on va discuter favoris, etc. J'ai voulu zoomer sur les 20 derniers bornes. Donc, l'idée, c'est que il y a 2 secteurs de gravillon dans ces 20 derniers bornes, et notamment le secteur Le Tolf. On va en reparler. Et après, il y a évidemment l'entrée d'ancienne et les 900 derniers mètres qui sont, en tout cas pour les 6 ou 700 premiers, un mur en pavé gentil, on va dire. En pavé gentil, mais ça aussi, on va pouvoir en dire 2 mots en voyant les images. Alors, c'est parti, donc, ça c'était 2013. En 2013, j'ai titré Moser au panache, ben oui, parce qu'en fait, Moser, non seulement il était échappé à un petit peu moins de 20 bornes de l'arrivée, il a été échappé, il reprend Juan Antonio Flecha. Vous avez vu le kilométrage, 12,5. Ça veut dire qu'il attaque dans le secteur dello Tolfe, très clairement. Ensuite, ça va être dur cette course. Cette course, elle va être délicate, parce que c'est pas Moser qu'on voit, c'est Sagan qui est dans la roue de Cancellara, bien sûr. D'ailleurs, petit prémisse du Tour des Flandres, quelques semaines plus tard, où Cancellara battra Sagan, ils feront 1 et 2. En fait, voilà, là il y a regroupement en tête. En fait, Moser, il était échappé, ensuite il s'est fait reprendre, il s'est fait dépasser, il y avait notamment Michael Scher, le Suisse. Et pour finir, il attaque la ville de Sienne en tête, et bonjour l'effort sur le départ, sur le début de ce secteur, là encore, entre guillemets, pavé. C'est pas le Tour des Flandres, on va être honnête, c'est pas le Tour des Flandres. Mais il y va à la pédale, le mec. Il est allé se la chercher comme un grand. Et vous avez vu qui est-ce qui sort en 2e place ? Attendez, Sagan, il était assez loin en début d'ascension. Et puis, il se retrouve 2e, que -2, il reprend son équipier. C'est énorme. Regardez-le, il arrive. Voilà. Donc, ça, c'est rigolo. Parce que ça fait penser à un truc. C'est que en 2013, Sagan, il n'était pas encore supra spécialisé comme il a pu le devenir ensuite. Et ouais, il était encore hyper puncher en fait. On se souvient du début de carrière de Sagan,
Après, il s'est spécialisé, il a fait un choix, il est allé plus vers les classiques, quoi. Hein. Et puis, c'est aussi devenu un sprinter sur lequel il faut compter, mais il a eu un moment où, en fait, il était bien meilleur puncher qu'il ne l'est, à mon sens, de nos jours. Voilà, mais c'est comme ça. Hein. Donc, d'ailleurs, puisqu'on parle de puncher, en 2014, Kwiatkowski, euh, ben, il va se taper Peter Sagan. Et en fait, là, le scénario, il est un peu plus classique, mais il est aussi quand même assez glorieux. On est dans le Tolf là, hein. Puisque au final, les deux hommes vont collaborer, et puis ils vont tellement bien collaborer que tout ça, ça va aller jusqu'à Sienne. Et il y a quand même un pourchasseur, un mec qu'on connaît un peu quand même, hein, un certain Valverde, qui est sorti du groupe de poursuivants en fait, et qui va essayer de rentrer sur les deux hommes, sauf qu'en fait, il va jamais y arriver. Et puis l'explication donc finale à Sienne, donc très très belle ville, somptueux. Moi j'ai déjà eu la chance d'y aller 5 ou 6 fois. Euh, c'est juste un truc à ne pas rater, il faut y être allé dans sa vie. Parce que c'est juste trop beau, c'est trop beau. Vous voyez les deux hommes, ils tiennent et tout. En même temps, quand vous avez, il y avait Cancellara derrière, hein, il y avait du monde, hein, mais quand vous avez Kwiatkowski, Sagan qui collaborent sur une quinzaine, vingtaine de bornes, c'est dur à reprendre. Hein. Faut quand même pas se mentir. Et là, bam, il y a Kwiatkowski qui en plante une et il dépose Sagan. Il le dépose. Et ouais, parce que là encore, Kwiatkowski, il était un petit peu plus puncher qu'il ne l'est maintenant. Et oui, il faut pas oublier, on est en 2014 et le Kwiatkowski, il a été chez Omega Pharma Quickstep, hein. Donc le truc c'est que il n'était pas encore chez Sky, et chez Sky on l'a fait se développer d'une autre manière là depuis qu'il y est, ou quelque part il a attention, hein, il y a Milan-San Remo 2017, mais c'est presque un coup d'opportuniste. On l'a fait se développer. Vous avez vu à quoi il sert pendant le mois de juillet, et il le fait plutôt pas mal. Hein. Mais je veux dire, ça se paye hein, à un certain niveau. Hein. Ça se paye. Donc, Kwiatkowski, lui aussi, il est allé vers une spécialisation. Et cette spécialisation, ben, elle fait de lui un coureur qui n'est pas le même. Et d'ailleurs, on le verra juste après en 2017, qui n'est pas le même en 2014. Et en 2017, il y a vraiment une évolution hein, des coureurs qu'on peut voir. Toujours petit rendez-vous dans le Tolf. On est passé en 2015. Stibar le coquin, ben oui, parce qu'en fait, ça va être là un groupe. Alors qu'on voit le pauvre Van Mark là qui va se faire lâcher de ce groupe. Il y a un joli groupe. Hein. Il y a Valverde, Van Avermaet et Stibar. Ça va. Hein. Là encore, prestige. Hein. Quand on a ces mecs-là qui sont sur le final d'une course, ça donne pas envie d'éteindre la télé. Hein. Et donc, allez hop, on arrive presque, voilà, sous le Porsche, là, on rentre, il reste, à ce moment-là, il reste à peu près, on va dire 900 mètres, quoi. 900 mètres. Et là, il en reste, là, à l'image, là, il en reste 750, vers là. Donc, énorme attaque de Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort sur cette course-là. Greg Van Avermaet, faut savoir que le mec, il a fait 2 fois deuxième, donc 2015 qu'on a sous les yeux parce que c'est Stibar qui va aller le croquer, il va le reprendre là, il va le déposer là, c'est maintenant là, juste là. Il va faire donc 2 fois deuxième 2015-2017. Il a fait ensuite, il a fait 5e en 2012, 6e en 2013, 6e en 2016. Vous parlez et 9e en 2011. Vous parlez de régularité. Voilà. Hein. S'il y en a bien un qui mériterait d'être payé pour tout ça, c'est Van Avermaet, le pauvre. Parce que bon, quand même, hein. Voilà, on verra bien, hein, on en parlera un peu après. Donc, sublime victoire de Stibar. Mais quelque part, quand même, c'est pas une victoire que je qualifierais de victoire au panache, celle de 2015. Après, attention, on a un monstre devant nous. On a un monstre, c'est évidemment Cancellara. Alors, ce qui était rigolo dans cette édition 2016, c'est que Cancellara, il était accompagné, excusez du peu,
de Peter Sagan, donc voilà, de Zdenek Stibar, donc vainqueur sortant, et de Gianluca Brambilla. Et donc, infériorité numérique finalement, puisque les quick-step là, Ethics, hein, ça a changé entre temps, les Ethics Quick-step étaient deux. Et évidemment, ils sont malins chez Quick-step. On l'a pas découvert aujourd'hui. Hein. Évidemment, il y en a un qui reste calé dans les roues, Stibar, et puis Brambilla, on a dû lui dire, vas-y mon gros, tu pars, et puis on voit. Sauf que, quand vous avez un groupe derrière vous avec du Peter Sagan et Fabian Cancellara qui roule derrière, comment vous expliquer? C'est pas facile. On est dans le final d'une classique. Les mecs, ils sont pas là pour s'amuser. Ils ont pas roulé pendant 180 bornes pour laisser la victoire à Gianluca Brambilla. Donc, évidemment, le dénommé Brambilla se fait reprendre. Sagan a craqué. Sagan a craqué. Pourquoi? Parce que, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est pas du tout mon propos ici. Mais bonjour le moteur, hein, Cancellara. Bonjour le moteur, Cancellara, je sais pas, hein, on est sur un monstre, du vélo. Euh, regardez le mur de Grammont avec Tom Bonnen, hein, voilà, un des plus grands moments de ces 10 dernières années sur le Tour des Flandres. On peut regarder plein de trucs. Cancellara, on s'aperçoit qu'il est dans certaines configs de course, il est imbattable. Je pense aussi quand il gagne Milan-San Remo. Enfin, voilà, il y a des fois où rouler sur Cancellara, vous pouvez pas. Voilà, et ben, c'en était une. Et donc, Cancellara, il a le record de victoire sur les Strade Bianche. Et alors, 2017, allez, c'est encore Kwiatkowski. Vous avez vu, je vous ai mis avec une flèche à quel endroit il s'est échappé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que les diverses vidéos qui existent des Strade Bianche 2017, ben en fait, on voit pas exactement le moment où il part. Et alors c'est l'occasion aussi de dire un petit mot sur la réalisation italienne, qui est parfois un petit peu olé olé, faut quand même le souligner. Et puis il y a aussi un truc qui est assez rigolo avec les courses en Italie, c'est les équipes, mais vous avez la même chose aussi sur la Vuelta, hein, par exemple. Hein. C'est les écarts en fait. Les écarts, des fois on a l'impression que les mecs ils jettent une pièce en l'air. Et c'est assez troublant parce que vous voyez 40 secondes et puis 5 secondes plus tard vous voyez 12 secondes. Ah, bon, alors, miracle. Et donc, ouais, Kwiatkowski, j'ai titré Kwiatkowski en costaud parce que sur ces Strade Bianche 2017, le mec il s'est échappé à 15 bornes pour schématiser de l'arrivée, mais sur du faux plat montant, hein. Sur des petites routes là qui zigzaguent, les routes de Toscane, on sait qu'il y a du vent, on sait qu'elles sont assez sinueuses, c'est un endroit assez particulier, c'est une atmosphère. Et le Kvyat, il s'est barré comme ça, sans crier gare, puis après en fait avec ses qualités de rouleur, plus personne le reprend quoi. Plus personne le reprend. Donc voilà, ça c'était 2017, et puis on arrive à l'histoire très très proche de nous, c'était l'an dernier. Il y avait un groupe de pourchasseurs, c'était Benoît et Seri, qui étaient en pourchasse de Wout van Aert et Romain Bardet qui s'étaient échappés. Et en fait, euh, Benoît dépose Seri, Van Aert et Bardet, comme l'image précédente que j'avais montré là, le monde le met un peu en exergue, ils étaient un poil dans le dur, ce qui fait que Benoît il est rentré mais comme dans du beurre, voilà. Il est rentré, il avait des jambes de feu, probablement, ça devait être un super bon jour. Si on était dans PCM, ce serait peut-être un jour à plus 5 de forme du jour. Et tout ça pour dire que derrière, dans le Tolf, bam, le mec dépose. Voilà, et puis ça c'est vrai que c'est des images qu'on a beaucoup vues, parce que c'est une victoire, là, 2018 pour Tish Benoît, qui a été marquante. Il y a ces images aussi, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il avait plus ou moins, il y avait du dégel, un peu de quelques neiges, et puis il avait plu aussi la veille, l'avant-veille, bref. Il se pourrait que cette année, on soit aussi en présence de pluie avant ou pendant, c'est à voir en fait. La météo, je suis pas encore sûr de la météo, mais c'est pas exclu
qu'il n'y ait pas un petit peu de perturbation aussi, encore une fois, auquel cas on pourrait encore voir arriver les mecs avec le visage plein de boue. En tout cas, magnifique victoire de Tish Benoît. Oh là 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 là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle me fait plaisir. Et puis espérons qu'elle en attire plein d'autres. Là, je me mue en partisan l'espace de quelques secondes. Tish Benoît, je vais vous dire, j'espère quelque chose cette année de sa part. J'espère. Et puis, si je dois peut-être m'avancer sur ce que j'espère, ce serait peut-être un GPE3 ou un Tour des Flandres. Voilà, à peu près. Sur Roubaix, ça me semble encore un peu juste. Ça me semble encore un peu juste. Donc, je vous ai mis la liste des inscrits. C'est rébarbatif. Mais ça permet quand même de voir les forces en présence. On voit notamment que un Kwiatkowski n'est pas là. Il a préféré aller sur Paris-Nice. Un Peter Sagan n'est pas là. Peter Sagan, de son côté, il est allé, décaler un peu, je pense, son activité en ce début de saison des classiques, de telle sorte que, puisqu'il vise un certain Liège-Bastogne-Liège cette année, il s'aligne aux 4 monuments, hein, en tout cas au printemps. Hein, on verra s'il s'aligne sur la Lombardie en fin d'année. Peter Sagan, il s'aligne sur les 4, et je pense qu'il va à Liège pour gagner. Je pense qu'il a du coup vouloir raccourcir sa période allez, on pourrait presque appeler ça pic de forme. En tout cas, j'ose pas trop le dire parce que je sais pas si un pic de forme dans la réalité peut durer plus d'un mois. C'est pas un peu délicat, 5 semaines, c'est un peu dur. Vous avez vu chez Sky, ils ont emmené Geraint Thomas, c'est super intéressant ça. En fait, grosso modo, les mecs qui vont à Tirreno, ils peuvent être concernés par Strade Bianche. Les mecs qui vont sur Paris-Nice, ils ne vont pas au Strade Bianche. Donc voilà, c'est tout bête. Et puis après, derrière, vous avez comme ça des gens. Je sais que j'ai regardé longtemps si un Woods allait venir. Ben, en fait, il n'est pas dans l'équipe de Education First. J'ai regardé si peut-être un mec à qui je pensais, c'était un Haig, éventuellement de Mickelton Scott. Ben, il n'est pas venu. On a vu le forfait de Valverde. Voilà, donc il y a des interrogations. Moi, je vous mets mon top 3. Je vous mets mon top 3. Il n'est pas d'une originalité folle, hein, mais je vous mets mon top 3 pour cette course. Et si je devais choisir un vainqueur, je me mouille, hein, tant pis, je m'en fiche de passer pour un idiot et d'avoir tort, j'en ai rien à faire parce que il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucun enjeu. Et puis chacun peut s'amuser à... Je balancerai un petit sondage là pour que chacun puisse voter là avant la course, s'entend. Comme ça on verra un petit peu les tendances, c'est marrant. Je vous dis Van Avermaet, au nom de son expérience de la course, au nom de sa vitesse sur le Tolf, je vous ai mis un extrait Strava, au nom de son expérience globale et au nom du fait qu'il mérite de la prendre. Maintenant, si ça échoue à n'importe qui de ceux que j'ai écrits dans mon top 12 là, franchement, chapeau bas, et puis ça voudra dire qu'on aura une super course. De toute façon, je pense qu'on est certain d'en avoir une. C'est ça qui est génial avec les Strade Bianche. C'est que vous êtes certain d'avoir un truc qui va vous passionner. Au minimum, dans les 20-25 derniers bornes, c'est du spectacle garanti. Mais moi, je conseille vraiment de regarder avant. Voilà. Donc, après, on va s'amuser maintenant à voir un peu le rapport avec Pro Cycling Manager, parce que j'ai 2-3 petites expériences là-dessus. Et puis, c'est amusant de voir si on peut corréler un peu la réalité avec le jeu. Vous savez que j'aime bien mettre en parallèle les deux de temps en temps, en tout cas quand ça paraît vraisemblable de le faire. Alors allons-y, donc il y a 2 profils qu'on peut trouver facilement, j'ai envie de dire, sur que ce soit la database par défaut ou bien la fameuse World DB19. Après je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres hein, si on cherche un peu. Moi c'est sûr je les ai reliés en rouge là aux parties concernées, hein, bien sûr. Alors c'est vrai que par exemple avec la De Koninck Quick-Step, on a forcément eu le profil qui est dans la World DB19. On va en parler juste après du rapport entre ce profil-là et la réalité, parce que il y a un truc à redire, franchement. Et puis on va voir que en approche du secteur du Tolf,
Bah, c'est vrai, j'ai planté une première banderie avec Julien Alaphilippe. Alors qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer, outre le fait que ça revient derrière, c'est pas vraiment fondamental. C'est plutôt le positionnement des Strade Bianche par rapport, par rapport au kilométrage. Il y a des petites choses. Par exemple, allez, là on est dans le Tolf. Eh ben, je suis désolé mes amis, mais le Tolf, ça démarre en descente. Il suffit de regarder les images des courses. Ça démarre en descente et ça termine par une montée. En effet, ça c'est correct. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que l'attaque que j'avais placée à proximité du secteur de Tolf n'a pas été en fait fondamentalement décisive, quoi. C'est plus une attaque là, en fait celle qui vient d'avoir lieu et qui sera décisive, hein, on le sait, hein, puisque l'épisode il date de pas longtemps en plus. Cette attaque en fait, c'est une attaque un peu à la Brambilla en fait, voilà, un peu à la Brambilla, enfin, voilà, un peu le style attaque à la Brambilla, sauf que celle-là elle va au bout parce que derrière il n'y a pas Sagan et et Cancellara pour rouler dessus, quoi. Et puis après, sur l'approche là, les 900 derniers mètres, eh ben, je vais vous surprendre, mais ouais, en fait, je suis très en affinité avec la modélisation qu'on a sous les yeux. Celle-là, là. Je suis très en affinité avec celle-là. À un détail près. L'arrivée sur la Piazza del Campo, d'une part, qui est en fait perpendiculaire à ce qu'on voit là, normalement. Et, punaise, rajoutez-nous des pavés, même des pavés pour faire de la décoration, comme ils font sur certaines étapes. Mettre des pavés jaunes ou des pavés verts, là, des pavés... En gros, des pavés qui font pas très mal. On sait qu'on n'est pas dans... je sais pas moi, on n'est pas dans le vieux Quarmont, on l'a compris, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malentendu là-dessus, mais mettez-nous des petits pavés, voilà. Après, quand on fouille un peu, que ce soit 2014, 2015 ou 2016, 2017, je suis désolé, et 2018, 2019 non plus, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même, je dirais la même géométrie, c'est pas du tout le même tracé, hein. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont allés pêcher cette allure-là au niveau de la World DB19, mais sincèrement j'ai un questionnement. Après sur le final, y a rien à redire. Le final, y a rien à redire. Mais c'est normal, parce que le final c'est toujours le même. Alors que ce qui peut différer, c'est l'approche et aussi la ville de départ. On a vu des fois c'était San Gimignano, des fois c'était Sienne, enfin, plus souvent Sienne bien sûr. Hein. Mais donc étrange. Après, on repasse sur la carte entre guillemets plus classique, celle par défaut. Ça c'était pour du Andiamo Ragazzi avec Nibali que j'ai emmené à la victoire sur c'est Strade Bianche. Et là l'attaque est franche, l'attaque elle est dans le Tolf. Hein. Regardez bien, bam. En fait j'ai fait un blocage avec mes coéquipiers exprès pour rejoindre un groupe d'échappés. Voilà. Et derrière ça va un peu souffrir pour réagir en fait. Les BMC là sont peut-être pas assez forts. Peut-être aussi que la concurrence était peut-être pas assez violente ce jour-là aussi. Hein. On sait que le jeu il gère comme il gère, hein. C'est comme ça. Derrière Nibali il se bat avec un rescapé. Et puis le rescapé il va pas tenir bien longtemps dès lors qu'on approche de cette dernière difficulté. Voilà, hop, passe sous le Porsche, 900 mètres. Et évidemment il n'y a pas de vraie contestation de la victoire. Et puis derrière en plus ils ont mis du temps à arriver, bref, il n'y a pas, c'est pas un exploit en fait, c'est pas un exploit du tout. D'ailleurs c'est gagné sans pic de forme, hein, donc bon voilà, c'est gagné comme ça en passant. Mais enfin bon, celle-là elle me tient à cœur, elle sera des Bianche, donc je vais toujours la gagner. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu encore une fois, c'est que l'arrivée au moins il y a des pavés quoi, voilà. Après, il y a le même reproche au niveau du positionnement par rapport à l'entrée du dôme, mais au moins il y a des pavés. Encore une fois, j'insiste, c'est quand même pas compliqué de mettre un petit secteur pavé qui fait pas mal. Surtout que c'est le cas. Si vous regardez, je passais pas mal de temps à regarder vous en doutez bien, hein, si j'ai fait du montage là juste avant sur 6 années de Strade Bianche, c'est que j'ai eu le temps d'y réfléchir en fait. Puis d'observer aussi. J'ai observé quand même que les mecs, s'ils lâchaient le guidon, -2 est tombé. Hein.
Je veux dire, et puis les avant-bras, on les voyait, ça secouait. Donc, dans cette montée finale de ciel, le pavé est une réalité. Encore une fois, c'est pas Paris-Roubaix, mais il y a du pavé. Voilà, j'y tiens. Hein, je suis désolé, j'insiste un peu. Après, je peux soulever aussi une autre question. Quel est l'impact réel des secteurs en gravillon dans le jeu? Quel est leur impact sur la course? Ça, c'est une question qui pour moi vaut cher, parce que, pour être très très franc, j'ai pas tellement l'impression que la difficulté des secteurs en gravillon se rapproche d'une quelconque manière de la difficulté, par exemple, de pavés. Encore une fois, même des pavés un peu soft, entre guillemets. Hein. Donc là, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai pas la réponse. Si certains plus malins ils l'ont, eh ben j'en serais très très heureux. Je vous remercierai immensément, parce que est-ce que les secteurs blancs là, est-ce que donc les secteurs en gravillon, ils ont vraiment un impact, ou est-ce qu'au final c'est une course qui est quand même réservée aux punchers, quoi, quelque part. En tout cas, on peut la gagner en puncher. Franchement, question à laquelle j'ai pas de réponse. Mais d'ici là, je vous souhaite une très très belle course ce samedi 9 mars 2019. Et puis, vous me laissez dans vos commentaires. Je vais foutre un sondage aussi. Hein. Chacun aura ses petits favoris. Allez, bye bye.